Kwekwe, bonjour, buenos dias, hello, bon dia. Je suis Paul Ercar, titulaire de la chaire UNESCO DCME, Gatineau, Université du Québec en Outaouais. Il m'a fait plaisir de vous accueillir pour notre deuxième balado avec notre collègue du Brésil, Basile Malo Malo. Et on va passer à peu près une heure avec Basile. Pour parler un petit peu de plusieurs thèmes, et sa jeunesse au Congo, son arrivée au Brésil, euh, sa connexion avec la culture afro-brésilienne, et puis avec les diasporas afro. Par la suite, les relations du Brésil avec l'Amérique latine, la lusophonie, l'Afrique et ailleurs. Et la question universitaire, c'est lié dans une université au Brésil. Et enfin, la question sociopolitique du Brésil. Avant de te présenter formellement, bonjour, bienvenue, Basile, un grand plaisir de te revoir de nouveau. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Alex. Oui, parfait. Et on se connaît depuis plusieurs années. Tu as participé dans plusieurs de nos symposia et on a eu le plaisir, Gina et moi, d'aller Salvador de Bahia, passer du temps avec toi et tes collègues. Donc, je vais te présenter rapidement. Basile a une longue expérience dans l'enseignement des humanités, des humanités classiques africaines, l'histoire de l'Afrique et des Noirs au Brésil, et dans la formation des enseignants et des communautés. Il travaille principalement sur les thèmes suivants, les humanités classiques africaines, sociologie africaine, études des relations ethnico-raciales, migration, diaspora africaine, philosophie africaine, coopération internationale, développement durable, droit de la nature, sécurité alimentaire et nutritionnelle et la santé holistique, ainsi que des technologies émergentes. Basseli a un doctorat en sociologie. Il est professeur à l'Universidade de Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brésilienne, à Salvador de Bahia, et il fait un travail très épanouissant avec plusieurs collègues et communautés au Brésil. Voilà. Basile, pour commencer, tu viens originalement du Congo et avant d'arriver au Brésil, pourrais-tu peut-être parler un petit peu de cette vie, ces expériences au Congo, comment tu vivais et aussi qu'est-ce qui t'a motivé d'aller au Brésil? Oui, oui. Moi, j'aime beaucoup, quand je parle de la question de l'éducation, on a l'éducation, bon, on parle de l'éducation formelle, non formelle. La première éducation se passe au niveau de la famille. Et là, moi, j'aime toujours rappeler que je suis né dans un village. À l'époque, on appelait Zaïre, c'est la République démocratique du Congo actuellement, aux années 90. Je suis de 93. Alors, quand on est au village, on a une certaine base, surtout d'une culture endogène et africaine. Alors, je transite avec mes 5 ans, je pense. Ma famille va migrer émigrer vers Kinshasa, c'est la capitale. Et papa et maman sont allés. Mon papa va faire le master. Ma maman va travailler comme fonctionnaire public. Et à partir de ça, il y a encore une autre chose. Je dis, l'éducation du village, ce sont les valeurs du village, de notre culture. Ce que j'ai gardé, c'est j'ai continué avec mes 5 ans jusqu'à, je dirais, à 13 ans. Euh, J'écoutais notre langue maternelle du côté papa, du côté maman, qui est l'Indengese. Je suis dit Doumbé, le village, de la grande ethnie Mongo. Hein. Alors, j'écoutais, mais je n'arrivais pas à parler. Alors, j'ai été socialisé avec les Lingala, qui est aussi une langue des racines bantou, des racines mongo. Et parce que le Congo, quand il fait sa révolution culturelle aux années 73,
nous allons introduire dans les écoles les langues nationales. Mhm. On a les Lingala qui étaient par là à Kinshasa, dans ma région aussi. On a les Chiluba, on a les Swahili, on a les Kikongo. Hein? Ça, c'est ma base. Après, je fais l'école primaire à Kinshasa. Je retourne au village. Je fais une année dans mon village. Après, j'ai rejoint les petits séminaires. L'école secondaire déjà. Ça va beaucoup me marquer. Comme je disais, maintenant, l'éducation formelle, non. La réforme que le Congo va établir dans son éducation, moi, j'ai été alphabétisé à Lingala. Ce n'est pas en français. Donc, seulement le français, on va l'utiliser quand on va à l'école secondaire. Ça, c'est le Congo. Ça a un peu changé aujourd'hui. Je vois aujourd'hui, les gens ont encore recours encore au français, surtout des parents qui ont des moyens. Ils veulent que leurs enfants apprennent, étudient quoi, à l'école primaire ou maternelle en français. Mais dans mon cas, à l'époque, papa et maman voulaient qu'on puisse apprendre à Lingala et c'était très bien. Alors, quand je fais encore à l'école secondaire, ce qui est intéressant, parlant encore du Congo, est une littérature qui m'accompagne aujourd'hui, aussi la révolution non, au niveau des curricula. Dans cette époque, par exemple, je faisais ce qu'on appelait la section latin philo. Hein? Alors, dans la littérature qu'on appelle littérature française, j'ai eu l'occasion déjà de commencer à connaître certains auteurs africains, hein, comme Senghor, Amadou Apateba. Cheikh Anta Diop aussi m'arrive au niveau de l'école secondaire. Et on avait aussi une discipline qui s'appelait la philosophie en général, mais vous avez dans les manuels, vous avez des philosophes occidentaux et les philosophes africains. Ça, je suis en train de parler à l'école secondaire. Alors, tout cela va me former. Je suis en train de dire encore, je suis encore très jeune. Quand je finis l'école secondaire, je vais faire la philosophie au grand séminaire. Comme on avait cette réforme, comme je le disais, la base de la philosophie, on étudiait les Occidentaux, Habermas, Appel, Kant, tout ce que vous connaissez, Sartre, mais aussi, à cette occasion, vous avez la philosophie africaine. Et le Congo, c'est aussi un des pays qui est le berceau de la philosophie africaine. Hein? Alors, de nouveau, déjà au niveau de l'enseignement supérieur, j'ai accès à cette littérature. Alors, j'ai fait 3 ans de philosophie. Cette formation va m'accompagner. Ça veut dire qu'à cette époque, bon, c'est pas moi, c'est mon papa qui voulait que je sois prêtre catholique. Ce n'était pas du tout mon option parce que, encore à l'école secondaire, moi, je voulais faire les droits, surtout les droits. Je voulais faire les droits. Alors, mon papa a tellement insisté, j'ai fait la philosophie. Après, je me suis vu me cheminer vers la vie missionnaire. J'ai abandonné les diocèses pour me lancer la vie missionnaire. Ça, c'est à la veille. C'était en 1976 et 67, 77. À la veille, quand Kabila, non, Laurent Désiré Kabila entre pour, disons, faire tomber Mobutu à cette époque-là. Alors, j'ai eu l'occasion, quand j'entre dans les congrégations missionnaires des Consolata, je vais au Mozambique pour une année de formation. Et là, je commence à découvrir le monde lusophone, parce qu'à Mozambique, c'était les Français. Nous avons eu quelques cours de portugais, et comme j'avais fait latin philo, alors nous qui parlons français, le portugais, c'est un peu facile. Portugais, espagnol, non? Ce sont des langues de base latines. Là, dans quelques 1 mois, 2 mois, je parlais déjà portugais, j'écrivais. Et à cette occasion, je commence à avoir accès à la littérature de l'Amérique latine. Bon, bien sûr que quand je faisais la philosophie, j'avais accès à la littérature de la philosophie des libérations ou la théologie des libérations de l'Amérique latine. Mais à cette occasion, quand j'arrive au Mozambique,
il y avait un grand poids, surtout du Brésil. Le Brésil, du point de vue culturel, dominait le Portugal. Vous voyez. Alors, le Brésil avait beaucoup d'influence au Mozambique. Alors là-dessus encore, je commence à beaucoup lire. Et quand on nous demandait où on voulait continuer notre formation, parce que pour être prêtre catholique, après la philosophie, vous faites la théologie, un des pays qui était mon option, c'était le Brésil. Et pourquoi le Brésil? C'est parce que sa diversité, hein, la diversité culturelle et raciale, de ce qui m'arrivait, je vais vous dire, ce qui m'arrivait comme information, ce que je lisais, mais des fois aussi, je n'avais pas assez d'informations. Parce que cette vision un peu idéaliste non, du Brésil va tomber. Et là, on commence à vérifier que le Brésil a son racisme, le Brésil a ses oppressions non, dans une société multiculturelle et multiraciale. Alors, j'arrive au Brésil entre 1980, c'était combien ça? 99. J'arrive aussi au Brésil pour faire ma formation en théologie. Là aussi, j'ai fait 4 ans de théologie et mes recherches ici, c'était être sur l'exégèse. Mais dans ce cas, j'étudiais la théologie de libération, mais une théologie noire, afro-brésilienne. Et en ce moment, j'ai étudié les genres, la lecture des genres et négritude et dans la Bible, l'exégèse que je faisais. Et tout cela aussi en réconcilié avec ma monographie de philosophie. Là, j'avais étudié un philosophe congolais, Tchamane Gantumba. C'est la philosophie du langage, mais en même temps, la discussion que je faisais dans ma monographie, c'était le développement du Congo du point de vue de la philosophie des bissoïtés. Bisso signifie nous, à Lingala. Alors, la bissoïté, c'est nous dialogal. Hein? C'est comme ça que je suis arrivé au Brésil. Après, là, je fais j'abandonne les couvents. Je fais mon master en sciences des religions, mon doctorat en sociologie. En ce moment, je fais une option surtout pour les thèmes qui sont brésiliens, parce qu'à l'époque, quand j'arrivais, on avait peu d'intellectuels afro-brésiliens ou afro-brésiliennes. Hein, et la façon de contribuer, c'était de laisser de côté les thèmes africains que j'abordais. Bon, bien sûr que les thèmes afro-brésiliens, ce sont des thèmes africains. Et comme je disais, dans ma deuxième graduation en théologie, je vais plus étudier les femmes au Brésil. Après les masters, ça va être en sciences des religions. J'ai étudié une institution religieuse qui est catholique, mais en même temps, lutter contre le racisme. Je peux développer ça après. Et quand je vais faire mon doctorat, c'est le thème du développement. C'est le thème que j'avais déjà abordé dans ma graduation en philosophie au Congo. Je les reprends au doctorat avec une littérature de la philosophie du développement africaine. Dans ce cas, je l'ai appliqué dans la question des Noirs au Brésil. Ça, c'était ma thèse et ça va être en 2010. Bon, après ça, j'ai fait mon post-doctorat en, comment on appelle ça, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Hein, ça, c'était aussi les débats. Bon, les études, c'est là où on s'est aussi retrouvé, non? Quand je voulais étudier la démocratie et l'éco-citoyenneté, non? Hein, c'est là où j'ai découvert la chair et on a établi ce dialogue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons là. Oui, Voilà. oui. Oui. Et Vassili, est-ce que tu trouvais que c'était compatible ou incompatible? Tu parles de comme une espèce de philosophie décolonisée, ce que tu as vécu un petit peu au Congo. Souvent, on apprend le contraire, que souvent l'éducation et tout ça, c'est trop fort, c'est venant des pays colonisateurs, mais tu avais déjà un vent quand même afro-philosophique assez fort. Euh, Est-ce que ça, avec la religion catholique, est-ce qu'il y avait des aspects incompatibles ou comment
tu as pu marier ces, je sais pas, ces domaines, ces thèmes? Ouais, ça, c'est une belle question. Bon, aujourd'hui, comment je me définis? Aujourd'hui, du point de vue de la spiritualité, je suis dans la spiritualité africaine. Ça aussi, c'est une découverte de la vie. Hein? Ce sont les options. On arrive quelque part, vous décidez, non? Quand je sors du couvent, en 2002, ce qui m'alimentait surtout, c'était les mouvements noirs, les mouvements sociaux. Hein? Bon, ça veut dire, par exemple, la lutte contre la colonisation. Oh, ça, c'est depuis le Congo. Même quand j'étais jeune, dans les groupes de jeunes, encore, je rentre dans l'église catholique. Comme j'ai dit, j'étais l'école secondaire, je l'ai fait au petit séminaire, la philosophie aussi dans les grands séminaires. Ça, c'est l'église catholique. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Dans l'église catholique, en Afrique, au Congo, nous avons la théologie de l'inculturation. Hein? Ça veut dire, il y avait ces renouveaux, ou la rénovation des productions d'une science qui est africaine. Mais ce sont, là, nous sommes en train de parler de ce qu'ils ont appelé la décolonisation. Hein? La décolonisation des savoirs en Afrique. Et ça, on peut les situer entre les années 50, 60, non? Comme paramètre, je prends surtout l'histoire générale de l'Afrique. Hein? Mais vous avez ces grands débats-là. Le processus des indépendances africaines, c'est un processus de décolonisation politique, économique et intellectuelle en même temps. Quand j'ai parlé de ces réformes-là, Mobutu fait les réformes aux années 70, parce que la philosophie de l'authenticité que Mobutu va s'approprier, c'est une philosophie qui fait débat au Congo. Mais les débats faits dans le cadre du Congo, c'est un débat africain qui vient depuis les mouvements comme le panafricanisme ou les mouvements de la négritude. Mais maintenant, dans une lecture du contexte congolais, l'authenticité, bien sûr que le terme authenticité aussi correspond à certaines philosophies européennes. Mais dans ce cadre, la philosophie de l'authenticité au Congo, c'est pour être nous-mêmes, comme Congolais. Ça passe par ça. L'orgueil d'être Congolais, de valoriser nos cultures, nos valeurs. Alors, dans le cadre de théologie, c'est la théologie de l'inculturation. Elle est un peu différente de la théologie de la libération de l'Afrique du Sud, parce que là, c'est un contexte de l'apartheid. Alors, ailleurs, c'est de l'inculturation. Une liturgie catholique, bien sûr, vous avez là aussi ce qu'on appelait les Vatican II, dans le cadre de l'Église catholique, ce nouveau souffle, non, des vents, des renouvelés. Mais malgré ça, disons, l'Église africaine qui naît du Vatican, en général, hein, disons l'Amérique latine, l'Asie, hein, pour un peu être nous-mêmes. Mais moi, je trouve encore que là, c'est ma critique. On n'a pas fait une rupture avec Rome, parce que le Vatican, c'est un pouvoir, c'est un État. Si j'ai une critique à donner, hein, il n'y a pas eu de rupture. Parce que là, disons, comme moi aussi j'étais de l'Église catholique, donc il fallait obéir à des dogmes ou à des doctrines qui est catholique. Alors, ce qui est catholique du Vatican, pas nécessairement, ce sont des choses africaines. Je peux donner un cas, par exemple. Dans la célébration de la messe ou l'Eucharistie des catholiques, bon, quand vous célébrez la messe, le vin est importé. Mais pourquoi ce vin doit venir là de Rome? Pourquoi pas prendre notre vin qui est... Nous avons l'habitude de prendre le vin de palme, non? Chez moi, on appelle le peke-peke, ou les Bakongo appellent ça des Nzamba. Mais ça, c'est un vin de chez nous. Et ce débat, c'est un débat théologique. Je ne sais pas aujourd'hui si l'Église catholique au Congo, ils ont pu ou fabriquer du vin avec les maïs ou avec d'autres choses. Nos produits locaux. C'est un exemple très simple. Alors, moi, je pense que malgré cette rénovation, il y avait encore cet attachement à Rome.
Ok. Alors, disons, nous vivons euh, deux ou trois multiples identités. Bon, quand je suis venu au Brésil, je me voyais un Basilélé africain, congolais, en même temps catholique. Je suis en train de parler d'un christianisme du Vatican. Bon. Après, quand je vais m'assumer, je commence à découvrir, par exemple, les religions africaines qui sont ici. Mais je commence à voir que ce sont des choses qui sont chez nous encore, même si on nous a empêchés de célébrer. Mais là, je ne parle pas nécessairement de religion, mais je parle de spiritualité. La spiritualité comme la façon d'être au monde. Mais d'être au monde à partir de valeurs qui sont de vos ancêtres. Je pense que le Brésil va me donner cette opportunité, mais bien sûr, quand on grandit aussi dans la vie, non, et Mhm. de faire ses choix. Alors, dans ce cadre-là, réellement, moi, je ne vais pas à l'église catholique. Nous avons nos célébrations. Hein. On pourra parler des. Ici, on les appelle des religions afro-brésiliennes. Mais vraiment, c'est la façon comment nos ancêtres qui ont été esclavagisés ici, au Brésil, ont réinventé cette spiritualité. Hein? Ce n'est pas, vous avez la grammaire de cette liturgie, c'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des nouveaux éléments qui sont entrés, aussi en dialogue avec les cultures autochtones d'ici du Brésil. Alors, dans ce cadre-là, la spiritualité comme la façon d'être au monde, c'est basé sur ce qu'on appelle philosophie, la philosophie africaine. Mais la philosophie africaine, avant tout, c'est une science. Mais de quelle science nous parlons? C'est la science de la vie, la vie concrète. Donc, quand cette science était produite, ce n'était pas seulement pour une vie intellectuelle, mais c'est un programme de vie. Comment nous guider quand nous vivons dans cet univers? Ouais. La Il y a- spiritualité africaine répond à des questions comme d'où nous venons, d'où nous allons. Alors, c'est un peu ça. oui, oui, il y a tellement de valeurs, et comment on peut vivre et des influences, là, les cultures, l'aspect matériel, toutes les influences, la nature. Et récemment, on était en Zambie. J'ai été un petit peu surpris l'influence de l'Église américaine, euh, des garderies, des écoles, des autobus. C'est comme l'infrastructure qu'ils sont en train de créer. Toutes les églises chrétiennes, ça a une importance assez remarquable. Et puis quand on était Salvador de Bahia, il y a quelques années pour te voir et d'autres gens, quand on est arrivé là, je m'attendais que, par exemple, à la télévision, sachant que cette région-là, c'est largement afro-brésilienne, qu'il y aurait quand même des éléments à la télé, mais on a vu beaucoup de programmes des églises, surtout avec des ministres chrétiens de race blanche et 7 8 000 personnes. Et donc, c'est la connexion ou la disconnexion, je ne sais pas, avec la décolonisation ou les valeurs, c'est très difficile de se détacher de ce socle. Euh, Cette discussion-là, c'est une discussion complexe. Et aussi, nous la faisons avec beaucoup de, comment je disais ça, un peu avec beaucoup de délicatesse. Hein? C'est pas ça, c'est en français ça. On est un peu délicat parce que c'est un terrain qui est un peu, il est très délicat, vous voyez. Mais moi, je dirais, euh, vous avez des éléments qui sont coloniaux. Il y en a. Bon, on a parlé de l'Église catholique. Et en Afrique, vous aurez ce qu'on appelle les églises indépendantes ou les églises de réveil. Et moi, je pense que même les églises dont tu venais de parler, ici au Brésil même, que nous appelons les églises évangéliques, les problèmes, c'est sûr,
autour de l'ère liturgie et l'ère la théologie. C'est une théologie anti-Afrique et anti-noir. C'est ça le problème. Et par exemple, quand j'étais au Congo, je suis allé l'année passée, les églises indépendantes du Congo sont différentes, par exemple, des églises que nous appelons évangéliques ici. Hein. Donc, les églises des réveils du Congo sont différentes des églises évangéliques qui sont des églises des réveils au Brésil. Quelle est la différence? Je pense que la dimension de la diabolisation est plus forte ici. Diabolisation de tout ce qui est culture noire. Bon, maintenant, au Congo aussi, j'ai écouté ça. Maintenant, un Africain qui est au continent, c'est que dire que toute la culture africaine est chose du diable, ce n'est pas du tout ça. Mais les mêmes pasteurs, ils vont répéter pour les chrétiens, non, nous sommes une église du Christ et non pas de la tradition. Mais la question qui se pose, mais qu'est-ce qui est la tradition? C'est là où nous avons la différence, nous, qui nous disons africains, où nous basons notre spiritualité du point de vue référence de nos ancêtres, nous n'avons pas besoin de d'autres médiations. C'est ça, et nous nous questionnons aussi parce que la tradition, elle est dynamique, ce n'est pas une chose arrêtée. Oui, oui. Le grand problème est que la plupart d'Africains aujourd'hui ne se demandent pas ce qui est la tradition, parce que la tradition comporte des savoirs. Ce sont des savoirs qui sont éducatifs, des savoirs qui vont nous orienter. Le Et les microphone. gens abandonnent ces savoirs. Ah, c'est Oui, ça. oui. Mais oui, et je pense qu'on ne veut pas non plus trop généraliser, essentialiser. Beaucoup de gens religieux, beaucoup de gens même dans les religions organisées, formalisées, font beaucoup dans les mouvements de solidarité, des mouvements anti-guerre, mouvements pour la paix. Il y a beaucoup de tout. Vassili, en parlant du Brésil, et euh, il y avait l'image aux années 60-70, le miracle brésilien, un petit peu le métissage, le développement. Mais parle un petit peu du statut, la question, l'intégration des personnes racialisées ou afro-brésiliennes. C'est quoi qu'on devrait retenir des conditions de vie des gens en général? Et je comprends, il y a plusieurs régions et il y a plusieurs débats, mais euh, est-ce que tu peux peut-être cristalliser quelques points saillants qu'on devrait souligner, hein? Ouais. Ce que je peux dire, le Brésil, comme disons les sociétés qui naissent du processus de l'esclavage, de la colonisation, euh, la suprématie blanche domine. Branquitude, comme nous disons en portugais, je ne sais pas ça en français. Alors, la suprématie blanche, ça construit un modèle de société où naître blanc, c'est comme la littérature, hein, ce qu'on appelle les études critiques de la branquitude, c'est pas ça en français. Hein? Alors, là, on voit qu'il y a des privilèges. Alors, c'est ce que l'élite brésilienne a fait ici. L'élite brésilienne, elle est blanche. C'est une élite dominée par les hommes. Bon. Les débats sur, nous avons un débat sur la miscigenation. Quel est le débat? Là, du point de vue intellectuel, je peux résumer, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui va célébrer. Bon, il y en a trois, du point de vue littérature scientifique. Il y a un groupe qui nie catégoriquement la miscigenation, parce qu'il trouve que le produit de la miscigenation, c'est un produit qui est mauvais. Les êtres humains qui en découlent, les mestizos, par exemple. Il y a l'autre groupe qui va célébrer la miscigenation, qui va dire non, le produit de la miscigenation, c'est le plus fort. Parce que là, les êtres humains qui naissent de ça prennent ce qui est les bons chez les blancs et les bons chez les noirs ou les autochtones. Et l'autre groupe qui questionne
la miscigenation comme stratégie de domination. Et maintenant, dans les discours dominants du pays, on célèbre plus la miscigenation. Mais quand il y a cette célébration-là, on oublie des problèmes que nous avons. Nos problèmes, c'est, comme je disais, le racisme est là. Le racisme n'est pas sorti. N'est pas sorti. Alors, du point de vue de la sociabilité au Brésil, nos relations, ce sont des relations racialisées. Dans cette racialisation, la population blanche finit par garder ce qui est le meilleur du point de vue d'accès à la citoyenneté, à des droits économiques, politiques, statuts, tout ça. C'est ça notre réalité. Alors, même quand le Brésil, aujourd'hui, non, nous sommes placés là entre la 10e économie du monde, peut-être 9e, 10e, nous parlons toujours d'un développement inégal. C'est le terme que nous utilisons. Développement inégal. Parce que quand il y a la croissance, c'est l'élite qui en profite. La population noire et autochtone peut bénéficier un peu des miettes, peut en bénéficier et en a bénéficié. Mais quand il y a la crise, cette population noire et autochtone sera la première aussi à être affectée pour perdre ses droits. Donc, ce sont ces contradictions que nous sommes en train de vivre. La réaction des élites ou, je ne sais pas, la population de race blanche, mais des programmes, par exemple, l'action affirmative, l'équité en matière d'emploi pour libérer des espaces à l'université, à l'emploi, au gouvernement, euh, essentiellement pour les personnes de race noire ou jeunes. Euh, comment ça se joue? Est-ce que c'est globalement accepté ou est-ce que c'est comme un enjeu important pour tout le monde? C'est quoi les enjeux? Oui. Les sondages que nous avons eus, la majorité à faveur de politique des actions affirmatives au pays. Hein? Et disons, moi, je pense qu'il y a plus fait. On peut rentrer un peu pour mettre le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso avant Lula. C'était un sociologue. Et lui était sociologue, il est sociologue et sociologue des relations raciales au Brésil. Non? Disciple de Florestan Fernandes. Dans le cadre d'Éric Cardoso, Lula va. Le premier mandat, non, parce qu'il y a Lula 1, Lula 2, maintenant c'est Lula 3. Lula 1, c'est entre. C'était 2003. Hein, 2002, 2003. Alors, Fernando Henrique Cardoso, son mandat, c'est là. Avec son parti PSDB. C'est un parti de démocratie socialiste. Ouais. Et Lula, à l'époque, Lula était un peu socialiste vraiment. Aujourd'hui, on ne sait pas comment les classifier. Hein? On dit un socialiste du centre, quelque chose comme ça. Bon. Les politiques d'action affirmative du moment de Cardoso, un peu timide. Mais les débats étaient déjà implantés. Mais qui va secouer la société, c'est le mouvement noir. Hein? Pour mettre cet agenda dans la discussion. Je me rappelle, par exemple, mon directeur de mémoire, qui aujourd'hui c'est la personne qui m'a conduit intellectuellement, professeur Dagoberto Fonseca, me rappelait, c'est sa génération, à São Paulo, ils sont allés manger dans un restaurant très chic de São Paulo, et après, ils n'ont pas payé les comptes. Et maintenant, les boss, les patrons ont dit, mais non, il a appelé la police. Ah, c'est tout ce qu'ils voulaient. Et ils ont appelé aussi la média pour venir. Quand les journalistes sont arrivés, c'est là où ils ont mis la discussion. Ils disent non, le Brésil nous doit. On ne va pas payer ces restaurants-là. Mais c'était une façon de provoquer les débats. Et après ça, ce sont les universités qui vont prendre les initiatives, pas nécessairement les gouvernements. Bon, maintenant, quand nous avons Lula 1 en 2003, là oui, on a impact du point de vue national. Lula
un, deux, comme aujourd'hui, il vient avec une base des mouvements sociaux. Et le mouvement noir, c'est un de ces mouvements. Les mouvements des femmes, tout ça. Alors là, nous avons réellement impact. Et il a donné cette promesse. Là, il va créer un secrétariat, ce que nous appelons secrétariat de promotion d'égalité raciale, notre CEPIR. Aujourd'hui, c'est un ministère. Comme nous avons un ministère aussi de peuples autochtones dans ce troisième mandat. Alors, cet agenda de Lula va définir les projets nation. Mais c'est un projet nation qui correspondait et correspond encore aux aspirations des populations noires. Il crée ces secrétariats. Aussi, c'est dans son gouvernement que nous avons la loi que nous appelons la loi 10639 qui oblige l'enseignement de l'histoire et culture africaine et afro-brésilienne. Donc, vous avez un agenda social. Mais maintenant, lui n'a pas pu faire voter la loi des quotas pour les universités ou le fonctionnalisme public. Ça va venir avec l'État. C'est avec Dilma. Aussi, c'est du parti des travailleurs de Lula. Alors, quand Dilma entre, disons, ce même agenda, du même parti, nous aurons maintenant les quotas des actions affirmatives et d'autres. Donc, aujourd'hui, je dirais, le Brésil, c'est un des pays où ce débat est consolidé. C'est un débat consolidé. Bon, maintenant, ce qui est important, Lula 1, Lula 2, Dilma, est que nous avons eu beaucoup de politiques gouvernementales. Je ne parle pas des politiques de l'État. Sinon, les lois de quotas ou des fonctionnaires publics, on en a aujourd'hui. Nous avons la loi des quotas des universités. Ça, c'est du niveau de l'État. Alors, quel impact? Premier impact des actions affirmatives au Brésil, c'est le changement des mentalités. C'est le symbolique. Nous avons vu plusieurs personnes commencer à s'autodéclarer noirs. Et quand nous disons noirs ici, nous sommes en train de parler des noirs et des métis. Vous voyez? Et ça, c'était un accord entre nous. Parce qu'un métis aussi, il est discriminé à cause de son ascendance africaine. Vous voyez? C'est ça. Ce sont là, je disais, des conquêtes des droits même que nous avons eu. Maintenant, quand nous sommes passés par les temps de l'autre président, là, quand ils ont fait les coups d'État contre Dilma, on a eu Temer, qui était son vice, qui a fait le complot. Et après, l'autre, là, c'est Bolsonaro. Ah, là, c'était pire. Hein? Ça, c'était le pire. Mais ils n'ont pas retiré les quotas. Ils n'ont pas retiré. Mais ils les attaquaient. Ils n'ont pas retiré les quotas, mais surtout Bolsonaro, ce que nous avons eu comme problème, manque d'investissement dans les domaines de la culture, de l'éducation, la science, même la santé. Hein. Là, il l'a retiré, parce que son discours, c'était économique, c'était pour l'élite. C'est un peu ça le cadre. Oui, les lois sont très importantes, mais l'éducation aussi, changer la culture, l'habitation, l'accès aux arts, la vie matérielle. Et je vois qu'au Brésil, un petit peu comme dans le Nord, peut-être un petit peu moins prononcé au Canada, mais elle est là, aux États-Unis, ailleurs, il y a une polarisation. Il y avait Lula, mais le prochain président a mis Lula carrément en prison. Et puis, donc, aux États-Unis, on voit le même. Donc, c'est la politique normative auparavant où il y avait un petit peu un consensus entre les partis dominants. Euh, on voit qu'il y a une instabilité. Euh, mais on voit avec les États-Unis qui donnent 40 milliards à Milei en Argentine et d'autres. Comment tu vois la situation politique au Brésil? Est-ce que tu vois il y a une stabilité qui s'intègre ou est-ce que c'est très volatile et polarisante? La démocratie brésilienne a montré au monde que c'est une démocratie forte, malgré tous ces problèmes, du point de vue racial que nous sommes en train de parler.
Parce que si c'est une démocratie qui profite, on en a parlé ici, profite une élite blanche. En général, la population blanche. Mais c'est une démocratie qui profite aussi, la population noire, les jeunes, les femmes, tout ça, du point de vue principe. Réellement, le gouvernement de Bolsonaro, il y a eu un jugement, il a été condamné. Parce que les trois pouvoirs que nous avons, surtout le suprême, nous appelons aussi le suprême, comment Cour suprême. le Cour suprême de la justice, parce qu'en portugais ici, c'est une institution autonome. Ouais. Et c'est cette institution qui contrebalance les congrès. Parce que dans les congrès, nous avons l'extrême droite, les centres de l'extrême droite qui dominent. Lula n'a pas beaucoup de comment on appelle ça, les chaises là. Député comme sénateur, n'a pas beaucoup. Mais Lula, il s'est fait la politique. Hein? Bon. Maintenant, certains problèmes que nous avions de l'attaque de la démocratie, les gens ont été jugés, condamnés. Bon. Maintenant, vous savez, l'histoire, ça, tout le monde accompagne. Un des fils de Bolsonaro qui est allé aux États-Unis, il est allé à la Maison-Blanche. Dans un premier moment, il a réussi à convaincre Trump avec son équipe-là à mettre les 50% d'impôts pour le Brésil. Mais ça, ici, ça a mal répercuté. Oui, oui. Et Lula en a profité pour défendre la souveraineté nationale et les Brésiliens ainsi défendent la souveraineté nationale. Résultat du point de vue politique, Lula qui avait un pourcentage bas, maintenant il est en première place Oui, du c'est point de ça. vue élection. En Il y a- ce moment. oui, il y a plusieurs pays qui font face à ça. L'instabilité, on pensait qu'il y avait une certaine stabilité avec les échanges commerciaux avec le partenaire du Sud. Euh, Vassili, une autre question. Au sujet des relations internationales du Brésil avec le monde extérieur, avec l'Amérique latine, la lusophonie, les BRICS, quoi, les diasporas de racisme. Le Brésil est un grand pays. Comment la politique étrangère se formalise? La politique étrangère brésilienne est basée sur la neutralité, jusqu'à un certain point, de ne pas s'ingérer dans les problèmes des autres, à principe, et chercher toujours la paix et le dialogue. Ça, c'est la base. Mais le Brésil continue à être un leadership. Hein, et leadership en Amérique latine, dans les BRICS, hein, G21. Donc, c'est un peu ça. Bon. Aujourd'hui, non, ils sont là-bas en Malaisie. Donc, Lula s'est retrouvé avec Trump. Et là, on a vu les résultats qui est très positif. Hein? Les respects mutuels, d'un côté comme de l'autre. Et Lula a affirmé la souveraineté nationale comme il le voulait parce qu'il a dit qu'il n'allait pas baisser la tête. Ouais. C'est comme ça, pendant que le secteur d'hommes d'affaires disait non, il faut faire ceci. Non, non, il n'a pas reculé. Il était firme jusqu'à la fin. Donc, il a continué à monter le leadership. Alors, il continue avec son agenda social. Parce que lui, c'est comme ça. Malgré tous ces engrenages, comment faire la politique ici au Brésil sans nécessairement parler avec les banquiers et tout ce monde-là. Lula a toujours dit, je vais négocier avec les banquiers, mais je vais prendre ce qui est le leur pour de nos pauvres. Vous avez vu, on a voté la loi des les impôts. Il faut facturer les impôts aux super riches. Ça a été voté. Et il va réduire les impôts pour une classe Ouais. moyenne, plus ou moins pauvre, qui n'est pas pauvre, Mais du je point de pense vue du que Brésil. c'est documenté. Je pense Moyenne et basse, comme nous disons ici. le Il va réduire les impôts. Tout ça, c'est dans le domaine du social. Hein. Disons comme ça, avec lui, tout ce qui est comme conquête, ce que nous appelons des droits de la citoyenneté, sont garantis. Je parle de l'éducation, de la santé, même la sécurité. Il y a même un débat sur les droits humains. Les droits humains. Parce qu'avec lui, même, disons, même un bandit a encore les droits à se défendre. Mais si c'était les autres, l'extrême droite, non, il faut tuer les messieurs, c'est cela. Chaque être humain
a droit à une justice, même s'il a commis des choses qui sont horribles. C'est ça le pays que nous vivons en ce moment. Et puis le rôle du Brésil dans la lusophonie. Je sais que dans ton université, il y a des étudiants du Mozambique, d'Angola qui viennent. Euh, Est-ce que c'est important, c'est un rôle important pour le Brésil de promouvoir le portugais, le rôle de la lusophonie dans des relations internationales? Oui, ça continue. Mais ce que j'ai vu, Lula 1, Lula 2, l'Afrique était au cœur du débat. Lula 3, nous sommes là, mais ce n'est plus la même chose comme avant. Mais aussi, il n'a pas écarté l'Afrique. Mhm. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'investissements. On a eu beaucoup d'entreprises brésiliennes qui sont en Afrique pour investir, tout ça, tout ça. Il n'y a plus d'efforts dans les BRICS, l'Amérique latine. Maintenant, je pense qu'avec Millet, il y a ces respects-là, non? Au début, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, il y a un peu ces respects. Il y a plus tendance à chercher à résoudre des problèmes au niveau de l'Amérique latine. L'accord avec l'Union européenne, il est en train de se battre pour ça. Et il continue à parler de l'INELAB, notre université, l'Université d'intégration internationale de l'osophonie afro-brésilienne, parce que c'est lui qui a créé ça. Cette université naît dans le sens dans les, dans le cadre des politiques de réparation Mhm. des crimes contre l'esclavage. Une Oui. façon de réparer, c'est à travers l'éducation. C'est ça, nous continuons. Aujourd'hui, nous avons plusieurs étudiants africains, mais qui viennent de pays de la communauté de pays de langue portugaise, non? CPLP, qu'on appelle, ou les pays africains des langues officielles portugaises, qu'on appelle PALOP, je parle d'Angola, Mozambique, Saint-Thomé, Cap-Vert, Guinée-Bissau. Hein? Mais nous avons aussi eu des étudiants de Timor, Mhm. Timor de Oh. l'Est, qui étaient formés. Aujourd'hui, je vois des jeunes à nous que nous avons formés. Certains sont des cadres à Timor. Il y en a qui avaient fait l'agriculture, d'autres faisaient l'administration ou les sciences. Et Timor, je pense, en comparaison à d'autres pays africains, Timor, c'est profiter de ces cadres que nous formons. Parce qu'il y a un plan de reconstruction du pays. Alors, dans d'autres pays africains, ce qu'on observe, il n'y a pas un plan de profiter de ces cadres. Mhm. Alors, qu'est-ce qui arrive? La jeunesse, notre jeunesse, la jeunesse, nos étudiants, différemment de ma génération, ils sont en train de rentrer. Je suis en train de voir certains qui sont à Guinée-Bissau, qui sont déjà professeurs. Il y a d'autres qui sont lancés en politique. Je vois des jeunes femmes qui sont dans les ONG, hein, nos étudiants qui ont fondé des ONG de défense des droits des femmes, et en Guinée-Bissau et ailleurs. Et c'est ça les résultats que nous sommes en train de récolter en ce moment. Oui. Et quelles sont les retombées? Est-ce que il y a beaucoup de mélange avec les étudiants brésiliens, la société brésilienne, ou c'est plutôt la formation pour les gens qui vont retourner chez eux, ou quel est l'objectif interculturel pour la solidarité internationale entre ces gens-là? Ouais. La politique de l'université, bon, des fois, on parle de 4 I. L'internationalisation, l'intégration, euh, l'interdisciplinarité. J'en ai parlé 3, non? Il y a intégration, internationalisation. Interculturel? Il y a aussi l'intériorisation, l'intérieur du pays et l'interdisciplinarité. Mhm. Alors, dans le domaine de l'intégration, c'est ça, c'est le débat du jour au jour. Et qu'est-ce que nous observons? UNILAB comme université, c'est une micro-société. Donc, elle reflète ce qui se passe dans la grande société, ou les racismes ou non-racisme. Vous voyez? Mais racisme à la brésilienne. Bon, maintenant, nous avons deux expériences qui sont différentes. Les sièges de notre université se trouvent à la province de Ceará,
Ceará. C'est autre expérience. Parce que, disons, chaque province au Brésil, chaque province est un État. Chaque province, c'est un petit pays. Même ici, tout le monde parle le portugais, mais la sociabilité, ce n'est pas la même chose. Moi, nous sommes dans les régions qu'on appelle nord-est du pays. Nous partageons une certaine culture du nord-est, mais vous avez une culture du nord, d'Amazonie, vous avez une culture du sud-est et du sud. Plus si vous descendez vers le sud, vous avez une culture européenne. São Paulo, qui est sud-est, São Paulo, est un peu multiculturel. Hein? Mais vous avez des apports de culture italienne, tout ça, tout ça. Mais quand vous allez vers le sud, la culture européenne, elle est vraiment présente. C'est une culture brésilienne, mais avec beaucoup d'éléments européens. Bon, revenons sur Unilab. Unilab se trouve nord-est. Mais la façon dont l'esclavage a été mené au Ceará et à Bahia, c'est deux dimensions différentes. La négritude que nous vivons ici à Bahia, elle est différente. Quand vous étiez ici à Bahia, Paul, vous voyez premièrement, la population noire, elle est grande. Hein? Tout Bahia, je pense que nous arrivons à 80%. Alors, c'est l'autre sociabilité. Bon. Le campus que nous avons ici se trouve à Reconcavo, non? Reconcavo, c'est une région à l'intérieur. Là où se trouve Unilab, c'est autour de 90% de la population, elle est noire. 90%. Ce qui ne veut pas dire que non, parce que tout le monde est noir, alors tout le monde se comprend. Non. Nous avons déjà eu des problèmes et de temps en temps, nous avons des problèmes. Je suis en train de parler de ça parce que nous avons fait une conférence d'immigration, ça ne fait pas longtemps. Nous avons parlé de tout ça. Alors, vous avez les harcèlements de nos jeunes filles africaines, il y a des préjugés, les traitements au niveau de l'hôpital, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on te voit, tu es noir, mais tu es noir de l'extérieur. Les traitements, c'est l'autre. Vous voyez? Mais nous sommes en train de parler des personnes qui sont nos frères à nous, dont les parents sont venus de là, de l'autre côté. Mais nous avons ces problèmes-là. Bon. Les Ceará, c'est déjà un peu différent, parce que vous allez avoir autour de 60%, j'arrive à 65% de la population métisse. Comme j'ai dit, métisse pour nous, ce sont des Noirs. Et ce qu'on appelle la population preta. Preta, c'est noir, autre pourcentage. Donc, vous allez arriver presque à 70% au Ceará. Mais il y a un problème. La plupart des fois, c'est une population qui ne s'assume pas comme noire. Hein? Ou dans sa tête, elle pense qu'il est blanc. Elle est blanche. C'est ça les problèmes que nous vivons. Alors, là-bas, au Ceará, où j'étais professeur au premier niveau, nous avons beaucoup de difficultés jusqu'à un certain point. Comment on appelle ça, vivre ensemble. Les vivre ensemble entre qui vient du continent, qui est de là. Il y a toujours un peu de choc. Hein? Mais ce n'est pas impossible. Nous vivons. Il y a du respect et il y a des débats pour une intégration. Hein? Mais maintenant, ça pouvait être parfait, mais ce n'est pas parfait. Mais maintenant, nous avons des mécanismes qui condamnent un comportement raciste, sexiste, tout ça. Là, tout le monde, réellement, il y a une politique interne et nos étudiants sont éduqués à se respecter, à vivre ensemble. Nous avons, par exemple, beaucoup de programmes, nous appelons aussi l'extension. Hein, l'extension, parce que l'université brésilienne se base sur 3 axes. L'enseignement, la recherche et l'extension. L'extension, ce sont des projets d'intégration avec la communauté ou du point de vue interne. Donc là, vous avez les sports, d'autres activités culturelles pour l'intégration. Ça ne veut pas dire que non, les gens ne s'attendent pas à tout ça. Nous avons des problèmes, mais quand même, il y a un vivre ensemble. Ça, c'est la vérité. Merci. Merci, Basile. Pour terminer, qu'est-ce qui te donne l'espoir? Qu'est-ce qui te donne un petit peu la lumière pour nous, pour le monde?
On est dans un monde avec beaucoup de questions, de problèmes. En même temps, on a beaucoup de gens qui veulent avoir de la paix et d'autres, de la solidarité. Alors, qu'est-ce que tu vois pour nous donner de l'espoir dans les prochaines quelques années? Hier, je suis allé, il y avait une formation de Kemet Yoga ici dans un parc. Mais le maître qui est venu s'appelle Maître Otep. Lui, c'est un Américain, nord-américain. Et le Kemet Yoga, c'est un savoir africain qui va aller en Inde, tout ça. Mais de nouveau, c'est une science de s'auto-connaître et connaître l'univers. Et on lui a fait la question sur mais s'il y a des blancs qui sont ici, est-ce qu'il faut les accepter? Mais il dit pourquoi pas? Un blanc qui vient pour collaborer avec nous. Et là, il va donner un exemple là aux États-Unis d'un blanc qui avait défendu des noirs et après d'autres blancs l'ont tué, tout ça. Mais ce blanc-là, il est beaucoup admiré et honoré parmi les populations noires. La plupart des fois, nous parlons des alliances. Qui sont nos alliés et qui n'est pas notre allié? Et là, lui, il rappelait combien, disons, notre négritude ne doit pas mettre des barrières. Et là, moi, je vais de mes expériences. Quand il a parlé de ça, moi, je me suis rappelé de mes amis. Et la vie est faite de ça. Euh, Au Brésil, nous avons eu nos problèmes. Je vous ai parlé de le président là, d'extrême droite quand il a assumé ici, mais c'était la terreur ici. Pour qui étrangers, pour les femmes, les immigrés, tout ça, c'était un problème très grave dans le pays. Donc, notre vivre ensemble était compliqué ici. Mais quand l'eau la rentre, tout le monde respire. Nous sommes tranquilles. Donc, ce Brésil-là, c'est un pays qui te donne. C'est un laboratoire. Hein? C'est un laboratoire où nous apprenons beaucoup du point de vue de la diversité. Mais que le pays, je pense que jusqu'à un certain point, cette diversité, elle est mal profitée. Parce qu'il faut discuter, parler de ça, réfléchir. Et à partir de ça, trier un chemin. Ça veut dire un chemin de reconnaissance et de valorisation de l'autre. Tu m'as fait la question là derrière ici, la question des religions. Mais c'est ce qui arrive. La plupart des fois, il y a certaines personnes, à cause de leur religion, malheureusement, il me semble que certains chrétiens ont ces difficultés de se relationner avec les autres. Dans le cadre du Brésil. Je suis en train de parler même des personnes noires qui ont des difficultés quand il y a un enseignement sur un thème africain, quand ça aborde la question de la spiritualité, ils disent, oh, c'est chose de diable. Et ces parents-là ont des difficultés pour laisser leurs enfants vivre autre culture, mais qui est la culture de leurs aïeux. Donc là, nous avons certains problèmes de ces blocages-là, disons, de la religion. C'est pour cela, nous pensons qu'il faudrait continuer réellement à débattre. Ce que nous appelons les études interethniques, hein, l'interculturalité, tout ça, il faut continuer à discuter pour que petit à petit nous puissions apprendre à reconnaître l'autre, à valoriser l'autre dans sa différence. Bon, c'est dans ces chemins-là que nous sommes, non? La solidarité, pour moi, ça passe par ça, la valorisation de l'autre. Mais les grands débats que nous faisons aussi aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le Brésil va recevoir la conférence mondiale du climat, COP 30. Alors, pour nous, c'est célébrer aussi la nature. Hein. Moi, j'étais à Belém. Je suis allé là avec d'autres amis. Et nous sommes allés dans l'Amazonie, dans la rivière, pour voir avec les quilombos, là, les populations autochtones, tout ça. C'est l'autre Brésil qu'on ne connaît pas. C'est un Brésil où les populations autochtones, ce que nous appelons les populations, ici on appelle les ribeirinhas, les gens qui vivent à la rivière là, hein,
les populations qui vivent à la rivière, les quilombola, tout ça, tout ça. Et ce sont des populations qui, dans leur vie, ils ont tendance à préserver la nature. Donc, ce sont ces populations aussi qui doivent aussi nous enseigner. C'est ce que je peux dire à ce moment-là. Voilà. Merci, merci infiniment, Basile, pour le dialogue très riche et engageant et agréable. Et moi, j'ai pu, avec Gina, témoigner de l'amour, l'affection que tu as pour tes étudiants, tes collègues. Et je pense qu'on peut Mhm. retourner à l'amour radical de Paulo Freire et son Mhm. œuvre qui a inspiré notre cher et bien d'autres gens à travers la planète. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. La solidarité, il faut un certain humilité, mais un engagement, un éveil, émancipation. Et euh, merci infiniment, Vassili, pour l'inspiration. Et puis, on va se voir bientôt, j'espère, soit ici au Canada ou soit au Brésil ou ailleurs. Alors, obrigado, merci beaucoup et à bientôt.